Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Je vous remercie d'être encore présent le premier jour du congrès. J'espère à l'As Médian peu de couacs cette année, en sachant que c'est impossible que ça se déroule sans petits incidents. Mais lorsqu'on voit l'expérience rapportée de mon collègue professeur Beizri, la vérité, c'est quelque chose qui honore franchement le Maroc. Et ça honore Marrakech et ça montre que le Maroc peut abriter, a la capacité d'abriter des événements internationaux de grande envergure. Et donc juste quelques semaines après le ASD, il y a eu le D-Foot International avec le Train the Foot Trainer, qui est la formation des formateurs en matière de pieds diabétiques. Donc comme vous l'avez vu sur la vidéo, il y avait Christiane Van Acker, qui est présidente du D-Foot International et qui est belge et qui était venue à l'As Médian de Marrakech à l'occasion de ce congrès maghrébin. Je ne sais pas si Dr Hassani est là. Il est là, bien sûr. Alors, on a tout de suite entouré Dr Van Acker et solliciter sa venue au Maroc parce que c'est une dame qui a beaucoup de potentiel et qui gère une société de formation, une association qui travaille énormément sur le pied. Et les choses se sont faites successivement jusqu'à ce que l'événement puisse se réaliser et voir le jour donc, à Marrakech. Voilà. Donc c'est quoi le D-Foot? En fait, c'est un organisme qui est fait d'experts internationaux qui s'intéressent aux pieds diabétiques et donc qui comporte à la fois des endocrinologues, des podologues, des infectiologues, des chirurgiens, un ensemble de spécialistes qui traitent le pied diabétique et qui œuvrent pour la prise en charge des lésions du pied diabétique. Et sachez que le D-Foot, depuis sa création, a fait plein de formations à travers le monde, sur le plan de prévention, sur le plan de la formation des médecins ou des soignants, que ce soit des médecins ou des infirmiers ou des podologues. Et la première édition de formation de formateurs, la Train the Foot Trainer, a eu lieu en 2002 au Brésil. Donc, l'événement qui a eu lieu chez nous à Marrakech était en fait la première édition, bien sûr africaine, c'était la première édition francophone, donc c'était la première expérience de ces gens-là en français. Tout le matériel, tous les échanges qu'on a eus, tous les anciens emailing avec les programmes étaient tous en anglais. Et donc c'était un challenge de faire cette formation des formateurs en français et qui s'adresse à un public francophone, marocain, algérien, africain, et vous voyez le nombre de pays participants qui ont pris part à cet événement international à Marrakech. Et donc l'équipe qui a formé forcément était donc une nouvelle équipe puisque les intervenants habituels de Train the Foot Trainer n'étaient pas là, ce sont des anglophones, à part Christian et Maimouna qui sont parfaitement bilingues. Pour le faculty ou le comité des speakers, bien sûr, il y a eu, avant de parler du faculty, je veux dire un grand mot et un grand merci, comme l'a dit mon ami Hicham, pour l'As Médian, parce que c'est l'As Médian a tout fait pour que cet événement réussisse et pendant une semaine, on croyait qu'on n'allait pas l'avoir. D'accord? Donc un effort à la fois matériel énorme, un effort de morale et psychologique. Et Dr Al-Hassani a vraiment sorti ses talents, je peux le dire tout de suite, pour faire réussir l'événement. Et donc c'est un soutien énorme qu'on a pu avoir. Il y a eu un moment où les gens allaient se désister pour ne pas venir chez nous. Donc sur le plan formation des équipes,
Donc, on a eu la chance, moi et ma collègue professeur Al-Mrari, d'intégrer le Faculty International qui a eu lieu, en français bien évidemment. Et puis sur le plan organisationnel, il y avait bien sûr tout le monde qui a mis la main à la pâte, ceux qui ont acheté des choses, d'autres qui ont organisé à l'échelle patient certains éléments. Et donc tout le monde a travaillé pour faire réussir cet événement qui a pu former en Afrique une 60aine de participants, comme vous pouvez voir ici sur la photo, et qui sont partis avec des idées et qui sont partis avec des projets. Alors, durant le temps qui me reste, je vais vous parler de ce qui s'est dit durant ce DIFOOT. Quels sont les messages clés avec lesquels on est sorti et quel est l'après de ce DIFOOT. Donc, sachez qu'on a travaillé très dur pendant de mercredi après-midi jusqu'à dimanche matin, sans sortir, avec des pauses repas et très courtes et très soft. Et c'était beaucoup de travail avec un programme super chargé parce que c'est une formation. Ce n'est pas un congrès, c'est vraiment une formation intensive en diabétologie. Les premiers jours, c'était une formation, un rappel des connaissances. C'est quoi le pied, la lésion, la physiopathe, le type de lésion, la lésion neuropathique, etc. Les 2 derniers jours, c'était centré sur nous, formateurs, qui allons former au niveau de nos pays et qui allons porter le projet du pied diabétique. C'était comment vous allez faire, qu'est-ce que vous pourrez faire à la suite du DIFOOT, comment vous y prendre, comment former et comment former des étudiants, comment former des médecins aux lésions du pied, quels sont les gestes techniques à leur faire apprendre. Et c'était beaucoup de travail à la fois de pédagogie, de communication et de programmation des projets à venir. Donc, je vais parler des messages clés avec lesquels on est sorti. Et bien sûr, en une demi-heure ou en 20 minutes, on ne peut pas raconter 4 jours. C'est évident, donc on fait des choix. Et donc, les choses qui m'ont paru pertinentes et essentielles à vous rapporter. Alors, les messages clés qui sonnent encore dans mon oreille, c'est ce chiffre par rapport à l'amputation. Alors, sachez que les gens du DIFOOT, ce sont des passionnés. C'est des gens qui ont un grand cœur. C'est énorme. Et ils ont partagé avec nous leur passion et leur conviction qu'il faut faire quelque chose pour le pied, chacun dans son pays, qu'on ne peut pas regarder les pieds se faire amputer en disant « il n'y a pas l'infrastructure, on n'a pas les moyens, il n'y a pas le chirurgien, etc. » Et ils nous ont dit qu'il fallait faire quelque chose et que chacun, quel que soit son lieu d'exercice, même seul, avait des choses à faire qui pouvaient rendre service aux patients. Alors, l'amputation est l'échec de tout ce qu'on n'a pas fait. Ça représente notre échec, en fait. Et l'amputation, c'est toutes les 20 secondes. Et c'est un chiffre qui est sorti plein de fois. Aussi que le fait que ces malades, une fois qu'ils sont amputés, vont mourir dans 22% des cas dans le mois qui suit l'amputation. Le mois qui suit, un malade pratiquement sur 4 risque le décès. L'année qui suit, 44% et à peu près 77%, ce sont des chiffres de la littérature qui sont vérifiés à 5 ans. Donc le taux de mortalité, il est énorme. Et ça, c'est par rapport à des pays qui ont des statistiques et des registres. Alors, que dire chez nous où il n'y a pas l'accès aux soins, où on n'a aucune idée de combien meurent. Donc, ou bien combien ne sont pas amputés et meurent et qui devaient être amputés, qui n'ont pas eu la malchance d'avoir l'amputation. Donc les chiffres, chez nous, on ne les a pas. Autre chose, l'ulcère du pied. L'ulcère qui est banal, qui peut être propre, un ulcère propre, qui ne se ferme pas, dans 85% des cas, va conduire à l'amputation. Et ça, c'est accessible. Donc, du coup, l'amputation, on peut la prévenir. On a plein de malades qui vivent avec un ulcère, 2 ans, 3 ans, un petit ulcère, un tout petit ulcère,
ou un lit d'ulcère, l'hyperkératose qui fait le lit d'ulcère. Donc ça aussi, il faut arrêter la progression vers la lésion, l'infection, les microtraumatismes qui vont conduire à l'amputation. Donc aussi cette évolution de l'ulcère chronique qui peut être banalisée puisque le malade vit avec, il appuie dessus, personne ne lui dit rien et on essaye de lui conseiller la décharge, il ne la fait pas et on va dire il ne veut pas faire la décharge. Alors, dans 85%, c'est un candidat à l'amputation. Donc, ce schéma a été rappelé plein de fois. Comment on va aboutir à l'amputation qui est l'échec à partir de la neuropathie toute bête, de l'artériopathie et des différents mécanismes végétatifs, sensitifs, motrices, avec en surplus l'infection qui va conduire à l'apparition de l'ulcère qui va être, comme j'ai dit, l'ulcère et le lit, fait le lit de l'amputation. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Nous qui n'avons pas les moyens, les pays d'Afrique, la formation a été faite pour la première fois en Afrique et tout ce staff du DIFOOT était conscient de nos moyens et plutôt du manque de moyens. Donc, ce qu'ils nous ont dit, s'il vous plaît, dépistez la neuropathie et l'artériopathie parce que tout vient d'en haut. Si vous n'avez pas les équipes pluridisciplinaires, il faudra les faire. Si vous n'avez pas des chirurgiens vasculaires et des traumatos partout, on comprend, mais au moins, votre job, c'est de dépister, on est d'accord, la neuropathie et l'artériopathie, puisque c'est à partir de là que tout le problème va venir. Donc, on a travaillé sur les facteurs clés, comment dépister la neuropathie et pourquoi et chez qui. Alors, un message qui est revenu souvent chez tous les patients diabétiques de type 2, dès le diagnostic de leur maladie diabétique, dans le diabète de type 1 et d'après les recos, 5 ans plus tard. Donc, il n'y a pas le feu, mais n'empêche qu'un diabétique de type 1 déséquilibré qui a une lésion peut s'infecter. Quand même, on fait attention aux pieds. C'est quelque chose, d'un message qui va venir très tôt dans le programme éducatif, mais on va dès le départ, chez un diabétique de type 2, s'intéresser à dépister la neuropathie périphérique ou végétative, en sachant que la moitié est asymptomatique. Le malade ne va pas souffrir de fourmillement. Il n'aura des symptômes que plus tard, il n'aura des décharges électriques que après. L'hyperkératose, la dyshydrose, tout ça viendra avec le temps. Donc il faudra aller chercher ça. Que faire pour la dépister? Donc aussi, lorsqu'on va prendre les recommandations, on va voir clairement que les outils pour faire le dépistage sont à la portée de tout le monde. Le test au monofilament, les tests à base de température chaud-froid avec un petit tube, la vibration avec le diapason, et tout ça devrait être fait au moins une fois à l'occasion de la consultation. Ils ont insisté largement sur l'utilisation du DN4. Donc ce petit formulaire que vous connaissez et qui ne prend pas beaucoup de temps à remplir et qui est disponible aussi et qui est téléchargeable, qu'il y a un moment, l'industrie pharmaceutique nous remettait beaucoup. Je pense qu'il ne le donne plus, mais vous allez sur Google, vous cliquez DN4 et vous l'imprimez en noir et blanc, peu importe, vous le joignez au dossier. Le DN4 a beaucoup de valeur. Il permet de nous préciser plus l'existence de la neuropathie, de la douleur d'origine neuropathique. Un malade qui a un peu mal, qui fourmille, qui a un picotement, à partir de ce questionnaire validé, on peut établir la neuropathie. Alors, par contre, ce que Christiane, le point sur lequel elle avait insisté, c'est pour que interpréter le DN4, il fallait que le malade sente la douleur et qu'il soit sur une échelle de douleur numérique d'au moins 4. Donc, c'est la petite réglette qui va jusqu'à 10. Parce que moins de 4, ce DN4 aura moins de valeur et c'est ça, d'interprétabilité. Donc, il prend sa valeur lorsque ça dépasse le 4. La douleur peut être artéritique, elle peut être neuropathique. Et donc, lorsque la douleur est au moins à 4, il faudra répondre en moins d'une minute
à l'interrogatoire donc pour voir quel type de brûlure il a, quel type de sensation il présente, et puis l'examen clinique qui va suivre, toujours dans le cadre du DN4, chercher au tact l'existence ou non de l'hypoesthésie à la piqûre, et tout ça permet d'avoir à la fin un score, et ce score-là, s'il est supérieur à 4, est fortement prédictif d'une origine neuropathique de la douleur. Donc, il faut dépister absolument la neuropathie. Lorsque le malade a une neuropathie périphérique ou végétative, il va être candidat à faire l'ulcère qui est en point final qui va conduire forcément, et dans 85% des cas, comme j'ai dit, à l'amputation. Autre chose, l'artériopathie. On a vu qu'il y avait la neuropathie et l'artériopathie. Ils ont insisté sur l'IPS, ce Doppler de poche. Il ne coûte pas grand, il ne coûte pas très cher. Il est disponible, il se vend au Maroc, il est accessible à tous. Ça devrait faire partie de l'examen clinique. Facile à faire, pression à prendre au niveau de la cheville avec le rapport sur la pression brachiale, et nous allons avoir un rapport et un chiffre. À partir de ce chiffre, on va savoir se situer sur le risque artéritique ou la lésion athérosclérose du pied lorsque c'est inférieur à 0,9 ou bien lorsque c'est supérieur donc à 1,4, être plutôt sur un vieillissement vasculaire, une médiacalcose. Lorsque l'IPS est bas, et c'est prédictif d'artériopathie, à ce moment-là, il faut déclencher les explorations vasculaires, l'échodoppler vasculaire, et on va plus loin dans les méthodes les plus invasives. Ou pas les plus invasives, mais les plus chères, disons, et les plus coûteuses. Mais le Doppler de poche, pour eux, est un outil disponible à la portée d'une majorité et qu'il ne faudrait pas hésiter à faire. Alors, de toute manière, si on ne sait pas si le malade a une neuropathie ou une artériopathie, on sera incapable de faire la gradation, on sera incapable de faire une prévision du screening et de l'évaluation. Le rythme de l'évaluation du pied va dépendre de l'existence ou non de la neuropathie ou de l'artériopathie. Regardez, ça, ce sont les recommandations du groupe international du travail sur le pied diabétique IWGDF, et qui sont aussi téléchargeables. C'est la version 2015 qui est la dernière. Et vous prenez ça et vous allez avoir toutes les recommandations sur comment évaluer un pied, à quel rythme aussi le faire. Alors, lorsque vous avez au moins la neuropathie, si elle existe, il faudra voir le pied une fois par an. Si le pied a un antécédent d'amputation, il faut voir tous les mois ou tous les 3 mois lorsque le malade vient vous voir en consultation. Donc, le rythme de suivi du pied et du regard de diabétologue, endocrinologue qu'on va voir, va dépendre. Donc, il faut absolument savoir si le malade a la neuropathie ou l'artériopathie, sinon on ne peut pas aller très loin. D'accord? Donc, l'évaluation est basée et le suivi va être basé sur l'existence de ces deux atteintes. Donc, autrement dit, le message était clair. Chez vos patients diabétiques, il faut que vous répondiez à oui ou non, est-ce qu'ils ont une neuropathie ou est-ce qu'ils ont une artériopathie? Faites le nécessaire. Faites le minimum que vous ne pouvez pas faire. N'attendez pas qu'ils souffrent. 50% n'ont pas de douleur neuropathique. N'attendez pas qu'ils aient la lourdeur des mollets. Alors tout ça, ça a été des messages répétés pendant 4 à 5 jours. Et puis, on pourra partager ça avec vous. C'était plus loin dans quelques semaines après le 10 août, où Christine Van Acker nous envoie ce nouveau outil de prise en charge des lésions des pieds à haut risque pour le risque modéré et le faible risque, et qu'on est censé implémenter au niveau du service, au niveau de la structure de soins qu'on a imaginée. On va parler de ça un peu plus tard. Donc, il y a des démarches à faire, il y a une prise en charge qui va être codifiée. Donc, le premier thème que j'ai vu avec vous maintenant, c'est le dépistage. Par la suite, comment prendre en charge la lésion? Alors,
La prise en charge de la lésion du pied, en fait, le DIFOT, ils ont banalisé, ils ont démystifié le pied. Tout le monde a peur du pied. Nous, les traumatos, les urgentistes, en privé, en public, personne ne veut le pied. Ils ont démystifié la chose. Il faut regarder les recommandations, se baser sur la notion du fait que c'est une prise en charge qui est clairement établie et qu'il faut créer, chacun à son niveau, le réseau. C'est une urgence. La lésion est une urgence. À partir de la lésion, on doit définir le lit. Est-ce que c'est une lésion sur pied neuro-artéritique ou pas? Quelle est la cause de la lésion pour faire l'éviction? Il faut, dès le moment qu'on observe la lésion, observer la décharge et il faut adresser vers des centres spécialisés. Pour les présents au DIFOT, il y a eu ce mot foot attaque. Ils considèrent que la lésion du pied, et c'est comme une urgence, c'est comme un infarctus du myocarde. Dès qu'il y a une lésion du pied, il faut qu'il y ait un processus de prise en charge structuré qui va être enclenché et qui devrait être enclenché. Le travail de l'endocrino, celui du vasculaire, celui de l'infirmier, les soins, tout ça doit être fait selon les recommandations. Donc moi, je ne vais pas reparler de ça parce que tout ça, c'est écrit. Mais par contre, l'objectif de DIFOT, c'est de nous amener, nous, les Marocains, les Algériens, les Gabonais, tous ceux qui ont assisté, à réfléchir comment faire, chacun dans son pays, pour faire exister un minimum de ce qui se doit se faire dans son pays. Alors, il y a eu, durant la formation, plein de cas cliniques. Et donc, c'était plaie neuropathique, plaie ischémique, plaie neuropathique ischémique, plaie infectée. Donc, il y avait plein de cas interactifs. Et c'est juste à titre d'exemple, parce qu'il y en a eu tellement. Je vous montre cette lésion et on devait à chaque fois interpréter. Faire l'interprétation, c'est un pied artéritique. Pourquoi? L'aspect, la localisation, l'épaisseur des ongles, le caractère luisant de la peau qu'on peut voir, ça brille. D'accord? La dépilation, la myotrophie au niveau interosseux. Donc, l'aspect est là. L'infection, on avait un expert qui a rédigé quand même les recommandations du groupe de travail sur le pied diabétique. C'était Eric Senneville. Donc, c'est le rédacteur. Donc, il nous a dit de différentes manières qu'il ne faut pas traiter une lésion comme ça. Il n'y a pas d'infection. Au fond, il y a juste de la fibrine. Donc, il faut prouver l'infection, il faut faire les prélèvements, et ce chapitre infection est un gros chapitre que je n'ai pas le temps de développer. Il faut classer d'après plusieurs classifications, et il nous a parlé de l'université de Texas, qui est largement utilisée, en fonction de la présence ou non de l'infection, de la neuropathie, de l'artériopathie, etc. Et puis, la prise en charge, dans ce modèle-là, dans cet exemple-là, qu'est-ce qu'il fallait faire? À chaque fois qu'on a eu une lésion du pied, on discutait comment la prendre en charge. La décharge était discutée à chaque fois. George Havan, que vous connaissez, n'a pas arrêté, il n'a fait que ça. Parler de la décharge, décharger les malades. Il ne faut pas qu'ils appuient sur la lésion, et il est même monté, regardez, sur la table, il était sur une estrade au-dessus des chaises, et c'est comme ça qu'on a passé 5 jours à faire de la pédagogie active. Il n'y avait pas des cours, il n'y avait pas des cours monotones, il n'y avait pas des conférences, il y avait des ateliers, il y avait des cas cliniques et il y avait de l'interactivité. Et lui, il m'a rappelé un film. Qui connaît ce film? Le cercle. Le cercle des poètes disparus, effectivement. Alors, c'est un film culte. Il montre un professeur qui monte sur la table et du fait les étudiants ne s'ennuient plus qu'un internat, et lui il leur dit allez déchirer les polycopes, nous on va travailler autrement, et il s'approche d'eux, il se met sur la table
et ils vont parler de théâtre et de choses comme ça. Alors franchement, nous, on a eu ce rapprochement. On a eu une pédagogie active, on a eu Meet the Experts, on était avec eux, les experts, ils étaient là, ils étaient présents, on était vraiment dans l'interactivité et l'apprentissage. Et même, il y a eu le malade du service que professeur Al-Mrari, qu'elle suit, et donc qu'elle a ramené, et on a fait une véritable consultation au niveau de la salle avec tout ce qu'il fallait. C'était énorme. Je ne montre pas par souci éthique le visage du patient, mais c'était autour d'un cas d'une lésion d'un pied plutôt qui était neuropathique et artéritique. Et c'était des enseignements à la fois très pratiques et interactifs. On a passé en revue les recos. Et je vous invite à les voir et à les lire. Mais c'est long, mais il faut les lire, il faut les voir. On a parlé à fond de l'infection. On a parlé du fait qu'il ne fallait pas traiter forcément avec du thiénam une petite lésion qui est classée juste d'une sévérité 3, alors que les gens ont peur de ne pas la contrôler. Et c'est comme ça qu'on va créer plutôt les résistances. On a eu des ateliers très pratiques. Débridement sur l'orange. Donc, un coffret d'oranges, de belles oranges que j'ai achetées, des bonnes oranges de Marrakech, et lavées. Et chacun a pris une belle orange et ils nous ont montré que comment faire le débridement, ça ressemble en fait à l'ulcère, et comment il fallait enlever les berges avec une certaine technique du scalpel d'une manière très particulière. C'était technique. C'est quelque chose qui ne peut pas se raconter, c'est quelque chose qui doit s'exercer. Ici, c'est le groupe marocain, Lamia, je vois, oui, Faisal aussi, et Moneri qui sont appliqués. Il y a eu aussi la cire Schmeh sur le sparadrap. Et ça fait une sorte d'hyperkératose. Et ils nous ont montré comment débrider. Et Hicham qui est en train de débrider le pied de son collègue. C'est bien ça. Il fallait avoir d'abord les pieds propres. À chaque fois, on nous disait enlevez vos chaussettes, enlevez vos chaussettes. Et Dr Al-Hassani qui a bien travaillé aussi. Je n'ai pas mis la photo où tu mangeais l'orange, hein, parce que tu as plus profité. Tu as mangé l'orange avec Dr Garmaï. Et là, c'est les médecins du service qui travaillaient aussi sur très appliqué. C'est une technique bête et facile, mais qu'on peut faire avec nos assistants, nos infirmiers, nos résidents, nos étudiants. Apprendre à débrider une plaie. Ça s'apprend. C'est un geste, c'est une compétence technique qui s'apprend facilement. C'est de la simulation. Alors, autre chose très important qui ne coûte rien. Comment c'est le chausswear, comment le chaussage. Alors, il y avait des profs bien sapés et tout, avec de beaux costumes et de belles chaussures. Et tout le monde, on s'est posé la question, est-ce qu'on est à l'aise dans nos chaussures? Chose qu'on peut faire ici. Une chaussure qui est belle, qui paraît confortable. Comment savoir si elle est adaptée? Alors, il faut enlever la chaussure, rester en chaussette ou sans, mettre un simple papier, comme tient Maïmouna ici, poser le pied par terre sur le papier et l'autre, il trace. On fait un traçage, d'accord, de la forme du pied. Menbed, on découpe. Un découpage. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre avec le papier découpé et le mettre dans la chaussure. Et si jamais il fait ça, ça veut dire que les pieds, que les orteils, ils sont à l'étroit. Et c'est quelque chose que les podologues font en routine pour savoir si la chaussure est adaptée ou non. Le fait d'avoir des chaussures pointues en bec et pas larges sur le devant serre les orteils entre eux et ça fait cette pression et ça peut aggraver donc les lésions et peut être
à la cause de problèmes de pression et de microtraumatismes lorsque les gens portent tout le temps la même chaussure, par exemple. Alors pour lui, sa belle chaussure était inadaptée. Il était mal chaussé, même s'il paraissait à l'aise dans ses chaussures. Bien, après ces ateliers pratiques, on a eu le feedback magnifique de certaines expériences. Moi, j'ai choisi de parler de l'expérience sénégalaise. Maïmouna, qui est venue plein de fois au Maroc, notamment à Las Médian, nous a montré comme quoi elle est partie de rien pour être aujourd'hui en Afrique, à Dakar, un centre leader de la prise en charge du pied diabétique. J'ai encore 4 minutes et je finis. On a une avance de 10 minutes, donc il n'y a pas de problème. Il ne reste pas longtemps. Donc, elle a travaillé dans un couloir. Elle a mis les paravents. Parce que nous, on dit, j'ai pas d'espace pour faire l'unité de pied. J'ai pas les moyens, j'ai pas de salle, on n'a pas d'infirmier. Ça va. Et alors, elle a travaillé dans un couloir du service. Elle a fait l'éducation, elle est au centre avec des choses très simples et elle se positionne maintenant comme un centre de référence et un centre formateur pour le Sénégal et pour les pays d'Afrique subsaharienne et nous aussi, puisqu'elle était en casquette de formatrice. Donc ce sont des modèles vraiment de réussite sur lesquels on s'est inspiré positivement et motivé pour dire que nous, on doit faire quelque chose. Donc tous les pays ont travaillé sur le projet. Voilà le projet marocain. Il y a la signature de Sonia en bas. Professeur El-Mrari l'a présenté. C'est le travail de tout le groupe marocain. Tous les groupes ont travaillé. Et dans chaque groupe, on a travaillé sur quels sont les besoins de notre pays pour faire mieux pour ce pied. Quels sont les obstacles et quelles sont les perspectives et les priorités. Et ça a été fait également pour la Tunisie, comme vous pouvez voir ici. En fait, tous les pays ont bossé sur ce projet-là qui a été présenté en plénière et corrigé. C'était l'avant-dernier jour. Alors, sur la base de ça, c'est créer un noyau de travail. Et l'idée du groupe marocain, c'était quoi? C'est de constituer le centre de référence. On s'est dit que nous, comme on s'intéresse beaucoup aux pieds diabétiques, ça pouvait être notre service. Parce qu'on a envie de faire ça, parce qu'on aime faire ça et on ne va pas dire qu'on n'a pas les moyens. Donc on a travaillé 2 semaines après le DIFOOT sur la création d'une unité de pied avec toute l'équipe. Donc c'est une approche participative, pas du tout directive, où vous pouvez voir les médecins spécialistes, nos résidents, ont travaillé sur l'implémentation, la création d'une unité au service. C'est quoi l'idée? C'est que cette unité soit un modèle qui peut former et sur la base de laquelle peuvent exister les autres centres, pas seulement au niveau CHE, mais même au niveau hôpital régional et même au niveau clinique privée. Ce n'est pas du ressort du CHU, ça peut être fait n'importe où. Alors, le dossier est fait, nous avons pu acquérir, et pour cette petite unité, plein de choses. Il y a l'essentiel. Il y a l'essentiel. Il y a eu donc une équipe dédiée aux pieds. Il y a une identification de la salle qui est en train d'être rénovée. Je n'ai pas mis la photo parce qu'elle n'est pas à la hauteur de ce qu'on a montré pour le service. Il y a encore beaucoup de choses qui sont en train de s'implanter sur les murs. Concernant les pieds, c'est en attente. Il y a eu une action avec le Canada au niveau du centre de santé, une action de podologie, podiatrie. Il y a eu une capsule éducative pour un malade amputé et on a commencé à travailler à fond avec les étudiants du service, les externes qui viennent sur le débridement à l'orange très, très vite.
c'est quelque chose qui a été adopté. Le prochain groupe d'étudiants a eu l'atelier débridement, il a travaillé dessus. Et c'est des choses que nous avons partagées avec Christine Van Acker, qui était très contente de voir que ça prend forme. Et puis, il y a un logiciel gratuit, téléchargeable, où il y a un dossier électronique pied. Et nous, on l'a pris et on commence à mettre doucement, mais il nous manque d'avoir en fait un PC au niveau de la salle de pied pour mettre en fait tous les dossiers anciens et les nouveaux malades. C'est une version qui... Ça prend 5 minutes ou 8 minutes pour chaque malade. Et si chacun remplit pour ses malades ça, après une année, il aura une vingtaine ou une trentaine de dossiers. C'est super. Ce sont des données qui peuvent être partagées à l'échelle maghrébine ou internationale. Les moments forts, parce que moi aussi, j'ai des petits moments forts, tu vois. Alors, c'est quoi l'effet papillon? Une idée? Alors, donc c'est une question d'un météorologue dans les années 70. Est-ce que le battement des ailes d'un papillon au Brésil, est-ce qu'il peut provoquer une tornade au Texas, aux États-Unis? Alors, l'effet papillon, c'est ce qui arrive, c'est notre vie. C'est un tout petit événement minuscule, rikiki, de rien du tout, qui peut déclencher des choses positives ou négatives dans une existence, dans le travail, dans l'entreprise. Alors, qui nous a parlé de ça? C'est un chef de service endocrinologue, Zahid. Il est pakistanais et c'est une personnalité passionnante et passionnée et particulier, oui, et qu'il a dit qu'à l'échelle infiniment complexe de la planète, un petit facteur qui peut être négligeable, il peut avoir des conséquences considérables. Et donc ça peut s'appliquer au domaine du pied. C'est-à-dire, commençons à faire quelque chose qui peut paraître, oui, mais bon, eux, à Marrakech, non, faisons ça. Et à partir de là, on peut solliciter la SMEDIAN pour la formation des résidents et des médecins et des infirmiers des hôpitaux de tout le Maroc. Et à partir de ces infirmiers formés, on peut travailler avec les cordonniers, les podologues, des choses basiques, et on peut rendre service à nos malades. Alors ça, c'est un événement fort parce que le Pakistan, le Sénégal, plein de pays sont partis de rien et ils sont vraiment mieux que nous sur la prise en charge du pied diabétique. Deuxième moment fort, elle vous dira parce que je me disais, attention, elle a enlevé ses talons et je disais, ne fais pas la roulade, ne fais pas la roulade. J'avais peur qu'elle fasse une roulade. Et elle va dire à quoi elle pensait en faisant ce geste-là. Il y avait des moments de partage magnifiques, où vraiment il n'y a pas cette barrière prof, étudiant, infirmier, médecin, spécialiste, pas spécialiste. C'est le malade qui est autour, au centre plutôt, et nous autour, et donc c'était de l'apprentissage au quotidien, tous les jours de la formation. Et puis, la SMEDIAN, qui a fait des efforts de A à Z, a clôturé l'événement avec, chez Ali Belfellah, un énorme feu d'artifice, et avec le nom de 10 foot, mais énorme, comme de là-bas jusqu'ici, qui s'est allumé en feu. Et bien sûr que tout le monde a pleuré. Et la présidente Van Acker, et elle n'a jamais vu ça, donc c'était des choses qui ont vraiment qui ont eu un impact émotionnel énorme. Maintenant, pour finir, on a eu une expérience inoubliable de générosité. D'abord, des gens ils sont venus pour nous former à titre bénévole. Ils sont venus pour l'Afrique. Ils nous ont donné beaucoup de choses. D'abord, leur amour de l'altruisme, le khair, comme ça. C'est magnifique.
c'est des grands experts, comme je vous ai dit, c'est les rédacteurs d'Eco-Reco, c'est la présidente du DIFOT, c'est des personnes qui veulent faire des choses. On a pris conscience du fait qu'on n'a pas grand-chose et on se réunit en fin juin avec l'ASMEDIAN toujours et épaulé par l'ASMEDIAN pour avancer, à part la structure du service qui n'est pas juste la nôtre, mais c'est une structure pour tout le monde. Il faudra avancer sur les autres chantiers. On a beaucoup d'espoir et j'ai vraiment envie que ça vous touche et que vous puissiez, si jamais on a fait appel à vous par rapport aux gens qui sont dans les régions du nord, de Fès, de Rabat, etc., puis pouvoir nous soutenir. Voilà. Merci pour...